Bonjour, donc Florence Guilbeault-Longuet, je travaille dans une MSP à Saint-Gilles-Léo et je mène donc une action innovante qui consiste à dépister et prendre en charge les troubles des apprentissages de l'enfant. Donc de quoi parle-t-on? On parle de difficultés scolaires et préscolaires pour le trouble du langage oral, qui viennent de troubles 10 ou TDAH, de troubles psychoaffectifs, de déficiences intellectuelles, souvent de plusieurs choses à la fois, et plus rarement de troubles envahissants du développement ou de maladies neurosensorielles ou neurologiques. Alors, j'ai un lien d'intérêt fort avec l'ARS. Je n'ai pas de conflit, mais un lien fort avec l'ARS puisque j'ai un budget qui m'a permis de me former. Je n'y connaissais rien, je fais partie de zéro. De former également les médecins de mon groupe de pairs à la passation de tests de dépistage. Ce budget me permet également de payer quelques bilans paramédicaux qui ne sont pas remboursés par la CGSS, essentiellement psychométrie, ergothérapie, psychomotricité, pour des familles qui n'ont pas les moyens. Ça me permet également de payer des consultations longues. Là, j'ai cité l'EDA, on y reviendra tout à l'heure, qui me prend 2 heures minimum. Payer également de la coordination externe avec des réunions pluriprofessionnelles qui sont pas aussi nombreuses que je le voudrais, mais quand même. Et puis de la coordination interne, je pense à Véronique Rizzi qui n'est pas là et qui nous aide considérablement sur la constitution de dossiers. Donc là, j'ai appelé ça coordination interne. Et puis d'achat d'un petit peu de matériel. Bon, c'est pas grand-chose. Cette action s'adresse donc aux enfants qui vont à l'école, donc de 3 ans à la fin du lycée, qui sont essentiellement issus de la patientèle de notre cabinet et de celle des médecins de notre groupe de pairs. Je ne peux pas prendre en charge tous les enfants en difficulté de l'Ouest. Une partie des enfants qui va intégrer l'action va être repérée au cabinet par un dépistage systématique, nous allons y revenir, et une partie encore plus importante est déjà repérée en difficulté. Vous verrez dans votre patientèle, ce sont ces enfants qui ont déjà redoublé, pour lesquels on nous demande un bilan d'orthophonie demandé par l'institutrice, qui sont suivis par le RAZ, qui étaient suivis par le RAZ, ou qui sont en soutien scolaire à l'école, ou repérés par les parents qui nous les amènent pour ça, ou encore par nous-mêmes, ces enfants qui en consultation tout venant comprennent pas bien les consignes, sont très agités, s'expriment mal. Voilà, ceux-là je vais les intégrer à l'action. Le dépistage systématique, donc la partie dépistage systématique, elle s'adresse aux enfants de 4 ans et de 6 ans. J'ai mis environ, mais c'est 4 ans et 6 ans, qui n'ont pas déjà été repérés en difficulté, bien sûr, ou qui n'ont pas eu de dépistage à l'école par la PMI ou l'Éducation nationale. J'utilise 2 tests de dépistage, le RTL4, qui repère les troubles du langage à 4 ans, qui est très rapide à faire passer et qui aboutit à la prescription d'un bilan d'orthophonie ou pas. Donc, s'il est anormal, on l'oriente sur l'orthophoniste. Et le RTL A6, qui en plus des troubles du langage, repère les troubles des apprentissages à 6 ans. Un peu plus long, 15-20 minutes, mais c'est tout à fait faisable. Et là, en cas d'anomalie, bon, ça élargit un petit peu le champ des recherches et il faut avoir effectivement quelques compétences dans le domaine. Donc, ces enfants qui sont repérés au cabinet, soit par le dépistage, soit par d'autres biais dont j'ai parlé, vont intégrer un parcours. Je leur propose une consultation d'entrée qui est longue. Bon, j'ai mis 40 minutes parce que je bloque 2 créneaux de rendez-vous sur mes créneaux standards. Et qui consiste essentiellement en un recueil de données. On va y revenir juste après. Ensuite, suivi d'une consultation de suivi numéro 1, c'est comme ça que je l'ai appelé, qui est longue également, là qui me permet d'examiner l'enfant à la recherche d'anomalies organiques éventuellement, des neurologiques en particulier, et qui me permet de recueillir tous les bilans que j'ai pas recueillis la première fois, y compris les bulletins scolaires. Et ça me donne une orientation. Donc au terme de ces 2 consultations, je peux proposer la passation de l'EDA, qui est un test d'évaluation des fonctions cognitives et des apprentissages sur lequel je vais revenir aussi, que je fais passer au cabinet. Et puis tout au long de la scolarité, des consultations de suivi qui vont être de fréquences variables, qui vont permettre de suivre le bien-être de l'enfant, de suivre ses résultats scolaires, de l'accompagner, de faire des demandes de dossiers à l'MDPH ou autres, ou des tiers-temps. Nous allons revenir donc sur la consultation d'entrée. Alors elle est comme ça, c'est-à-dire qu'elle est dense, elle est comme cette diapo, donc ne lisez pas tout, surtout pas, c'était juste pour vous dire que j'ai essayé de faire une anamnèse assez exhaustive. Donc d'abord, je fais présenter le problème par les parents, j'évoque la scolarité, évidemment, donc la notion de redoublement, des choses comme ça, et puis surtout, je vais m'attacher aux antécédents donc personnels donc, et au contexte socio-familial. Ça va du déroulement de la grossesse avec la prise de traitement par la maman pendant la grossesse, on pense aux antiépileptiques, aux antidépresseurs,
à l'alcool éventuellement, les antécédents néonataux, évidemment, la prématurité, antécédents médicaux de l'enfant, les traitements qu'il suit, est-ce que ça peut avoir un impact sur la scolarité, de l'absentéisme. On recherche des facteurs de risque de troubles des apprentissages, notion de traumatisme crânien. Le contexte socio-familial, j'interroge sur le niveau scolaire des parents, sur d'éventuelles difficultés pendant leur scolarité, ou bien la même chose pour la fratrie. Et puis les événements de vie, la notion d'un bilinguisme à la maison, c'est très important, hein, le créole à La Réunion, ça a un impact hein, quand même sur les enfants en difficulté. Les séparations évidemment, des maladies familiales, et puis bon, le style éducatif, sévère, trop sévère, pas assez sévère, comment les parents voient les choses et est-ce qu'ils ont une hypothèse. Et puis j'en profite pour observer l'enfant quand il est avec nous, parce que de plus en plus j'essaye de faire cette consultation sans sa présence. Je trouve ça assez stigmatisant et un peu accablant pour lui d'entendre parler de toutes ces difficultés. Donc souvent je le revois sur un deuxième temps. Mais j'apprécie son comportement, son anxiété, son agitation, son ressenti de la situation, s'il est assez grand, qu'est-ce qu'il attend, etc. Donc, je reviens. Donc, j'avais évoqué l'EDA, qui est un test de dépistage que je fais passer au cabinet, qui permet de mesurer les fonctions cognitives et les apprentissages des enfants de 4 ans à la fin du primaire. En pratique, je fais que pour les enfants du primaire. Je trouve qu'à 4 ans, 5 ans, ils sont un peu petits. C'est un outil qui est normé, donc qui va permettre à l'enfant d'avoir des notes instantanément, qui vont le situer par rapport à un enfant de son âge ou un enfant de sa classe. Donc, immédiatement, on peut situer un enfant avec une note exprimée en écart-type, de -3 écart-type à +1 écart-type. Donc c'est un test qui est long à faire passer, 1h30 de passation, c'est pour ça que je ne le fais pas au tout petit. Plus moi, il me faut bien 20 minutes pour synthétiser, pour avoir une orientation, pour en tirer des éléments. Donc on explore les fonctions verbales, c'est tout ce qui est nécessaire pour avoir un bon niveau de langage oral. Les fonctions non verbales, ben, c'est tout ce qui n'est pas verbal et qui n'est pas quelque chose qu'on apprend, qui n'est pas de l'apprentissage. Donc j'ai nommé le graphisme, les praxies constructives, gestuelles, le contrôle de l'inhibition qui est importante pour l'attention, et puis bon, des choses un petit peu plus spécialisées, raisonnement visio-spatial ou autre. Et puis les apprentissages, c'est uniquement langage écrit et calcul, et certaines fonctions cognitives qui peuvent avoir un intérêt pour l'apprentissage du langage écrit ou du calcul ensuite. Donc à la fin de cette EDA, je vais obtenir des informations, je vais obtenir un profil cognitif de l'enfant. Bon, s'il est homogène bas, on peut s'orienter vers une déficience intellectuelle ou au moins un niveau intellectuel faible, ou bien des troubles psychoaffectifs qui ne rendent pas l'enfant disponible, ou alors ça va mettre en valeur des zones sur lesquelles une intervention est souhaitable. Donc voilà le genre d'hypothèse que je peux émettre à la fin de la passation de l'EDA. Je peux suspecter un trouble du langage écrit ou oral, ou du calcul, une anxiété de performance, un haut potentiel intellectuel, ou à l'inverse une déficience, un trouble praxique, hyperactivité, trouble de l'attention, trouble visio-spatial. Tout ceci va orienter les bilans que je vais demander pour l'enfant. Et donc on se retrouve au moment de la coordination, c'est-à-dire je prescris des bilans, j'en récupère les résultats et je mets tout le monde en lien autour de l'enfant, des parents et de moi-même, et donc en lien avec tous les interlocuteurs possibles, hein, donc les paramédicaux qui sont listés. La psychologue, c'est uniquement pour les psychométries, hein, les tests de QI. L'éducation nationale, hein, le médecin, infirmière, les psychologues scolaires, les enseignants référents, et puis parfois des médecins spécialistes, le pédopsie, neuropédiatre, ORL, ophtalmo, si on suspecte des anomalies neurosensorielles. Et il m'arrive d'orienter les enfants sur les institutions qui sont destinées à cela. Alors ça, je ne sais pas si ça vous parle, je vais revenir rapidement. Le CAMS, Centre d'action médico-sociale précoce, donc pour les enfants avant 6 ans. Le CMPP, Centre médico-psychopédagogique pour les enfants après 6 ans. CMPEA, c'est la psychiatrie pour les enfants et les adolescents. Et le CRTSA, c'est le centre de référence des troubles spécifiques des apprentissages, donc le dernier maillon normalement. Et on travaille également en lien avec la MDPH pour la constitution de dossiers ou demandes d'aménagement particuliers. Alors quel intérêt à s'impliquer dans le trouble des apprentissages quand on est médecin généraliste ? Bien d'abord, c'est notre mission, hein, c'est un problème de santé, on ne l'a pas appris à la fac et ça relève pas seulement de l'éducation nationale, ce sont vraiment des pathologies. On est le premier recours, hein, comme pour toutes les autres pathologies chroniques, on est facilement accessible, on peut coordonner les bilans, suivre l'évolution et accompagner l'enfant et sa famille pendant toute la scolarité qui est longue. Hein. Quand on prend un enfant en moyenne section qui commence à avoir des difficultés, on peut le suivre jusqu'au bout. On peut dépister, en plus du dépistage qui est en principe mis en place par l'éducation nationale et la PMI, qui marche pas mal dans l'Ouest, mais apparemment c'est pas le cas de toutes les régions.
On peut mutualiser les compétences, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être bon partout. Moi, j'ai acquis une compétence dans ce domaine et du coup, mes confrères du cabinet et ceux de mon groupe de pairs savent qu'ils peuvent avoir recours à moi pour m'envoyer leurs patients ou pour avoir un conseil. Et puis, je les ai formés aux tests de dépistage. En parlant de formation, la formation des étudiants, quand on en reçoit, c'est vrai que je ne sais pas si c'est inclus dans les études, déjà, les troubles des apprentissages, ou si ça va venir, mais en tout cas, c'est l'occasion au cabinet d'aborder le sujet. Et puis accessoirement, enfin c'est pas si accessoire d'ailleurs, désengorger les institutions que j'ai citées tout à l'heure, en particulier CMPP et le CRTSA, qui sont saturés, pour lesquels il faut des délais énormes, c'est 2 ans hein, pour info, pour le CMPP, pour les rendre disponibles aux enfants qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire faire un tri en amont qui est vraiment, qui serait vraiment appréciable. Et puis bon, le petit clin d'œil, contribuer à gagner un pari fou, celui de diminuer l'échec scolaire à La Réunion, qui est une priorité de l'ARS, je crois. Voilà, donc je vous remercie.